Elle a abandonné son mari avec ses jumeaux de 1 an pour aller vivre sa belle vie. Elle les a laissés dans la misère sans se retourner. 20 ans plus tard, ces mêmes jumeaux que tout le monde regardait avec pitié sont devenus des hommes que le monde entier nous envie. L'un est devenu footballeur professionnel en Angleterre, l'autre a créé son empire à la gosse. Ils ont construit un palais pour leur père, et quand leur mère est revenue pour réclamer sa place, ce qui s'est passé ensuite, vous n'êtes pas prêt à l'imaginer. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Dites-moi en commentaire de quel pays vous me regardez. Appuyez sur le bouton j'aime et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Ça ne coûte rien, mais ça m'aide énormément à continuer à vous raconter ces histoires. Allez, on commence à la gosse dans un quartier qu'on appelle Galles, là où les maisons sont serrées les unes contre les autres, comme des sardines dans une boîte. Là où les rues sont en terre battue et où l'eau coule à peine dans les robinets. Là où les enfants jouent pieds nus dans la poussière et où les mères crient par la fenêtre pour appeler leur fils au dîner, vivait un homme qui s'appelait Marc. Marc n'était pas un homme compliqué. C'était un gars simple, un gars du quartier, un gars comme il y en a des milliers à la gosse. Il avait grandi ici, entre les murs fissurés et les toits en tôle. Il n'avait pas fait de grandes études. Il n'avait pas de diplôme accroché au mur. Il ne parlait pas comme les gens de Victoria Island ou de Lekki, avec leurs mots savants et leurs belles phrases. Mais il avait quelque chose que beaucoup de gens instruont pas. Il avait le cœur d'un lion et la force d'un bœuf. Marc avait épousé Élodie quand il avait 23 ans. Élodie, c'était la plus belle fille du quartier. Tout le monde le disait. Les hommes se retournaient quand elle passait dans la rue. Elle avait ce sourire qui pouvait éclairer une pièce entière, ses yeux qui brillaient comme 2 étoiles dans la nuit de la gosse. Quand Marc l'avait demandé en mariage, il avait cru que c'était le plus beau jour de sa vie. Il n'avait pas de bague en or à lui offrir. Il lui avait donné un petit anneau en argent qu'il avait acheté au marché de Baloguin après avoir économisé pendant 3 mois. Élodie avait souri ce jour-là, et Marc s'était dit que désormais, la vie allait être douce. Ils allaient construire quelque chose ensemble. Ils allaient bâtir un foyer, élever des enfants, vieillir côte à côte. C'est ce qu'ils croyaient. Mais la vie, parfois, elle a d'autres plans. Des plans cruels que personne ne voit venir. Les premières années de leur mariage étaient correctes. Pas faciles, mais correctes. Ils vivaient dans une petite maison de 2 pièces à Égales. Les murs étaient peints en bleu pâle, une couleur qu'Élodie avait choisie. Le toit fuyait quand la pluie était trop forte et Marc mettait des seaux par terre pour recueillir l'eau. La nuit, le bruit des générateurs des voisins empêchait de dormir. Mais c'était leur maison, leur petit coin de monde. Marc travaillait sur les chantiers de construction. Il portait des sacs de ciment de 50 kilos sur ses épaules. Il cassait des pierres à la masse. Il mélangeait du béton sous le soleil brûlant de la gosse. Le soir, il rentrait épuisé, le dos cassé, les mains pleines de cales et parfois couvertes de petites blessures, les ongles noirs de ciment, les bras douloureux, les pieds gonflés dans ses vieilles bottes. Mais quand il voyait Élodie assise sur le pas de la porte, il oubliait tout. Il oubliait la fatigue, la douleur, la chaleur insupportable. Il se disait que tout ça c'était pour elle, pour leur avenir, pour la vie qu'ils allaient construire ensemble. Et puis Élodie est tombée enceinte. Des jumeaux. Le médecin de la clinique du quartier l'avait annoncé avec un sourire. Marc n'était pas riche, mais ce jour-là, il s'est senti comme le roi du monde. 2 enfants d'un coup, 2 garçons. Il allait être papa 2 fois en même temps. Le bonheur était tellement grand qu'il ne tenait pas dans sa poitrine. Il a couru dans tout le quartier pour annoncer la nouvelle. Il frappait aux portes, il arrêtait les gens dans la rue. « Je vais avoir des jumeaux! Je vais avoir des jumeaux !» Les voisins le félicitaient, les amis rient avec lui. Les vieilles femmes du quartier priaient pour que la grossesse se passe bien. Ce soir-là, Marc a acheté 2 bouteilles de Fanta pour fêter ça. C'est tout ce qu'il pouvait se permettre, mais dans son cœur, c'était du champagne. Il a trinqué avec Élodie dans leur petite cuisine, et il s'est senti comme l'homme le plus heureux de la gosse. Les jumeaux sont nés par un matin de janvier. Un de ces matins où l'air est encore frais avant que le soleil ne transforme la ville en fournaise. La clinique du quartier était petite, pas très propre. Mais le docteur savait ce qu'il faisait. Le premier bébé est sorti en criant
comme si le monde entier devait savoir qu'il était arrivé. Un cri puissant, un cri de vie. Marc l'a pris dans ses bras et il a senti son cœur exploser. Il l'a appelé Moussa. Le deuxième est sorti plus calmement, presque en silence, comme s'il observait le monde avant d'y entrer. Ses petits yeux bougeaient dans tous les sens, comme s'il analysait déjà tout ce qui l'entourait. Marc l'a appelé Youssouf. Moussa et Youssouf. Ces deux trésors, ces deux raisons de vivre, deux petits êtres qui tenaient dans le creux de ses grosses mains de manœuvre. Mais après la naissance des jumeaux, quelque chose a changé chez Élodie. Au début, Marc ne l'a pas remarqué. Il était trop occupé à travailler, trop fatigué pour voir les signes. Mais les signes étaient là. Élodie ne souriait plus comme avant. Elle ne chantait plus en faisant la cuisine. Elle qui avait l'habitude de fredonner des mélodies pendant des heures. Elle restait assise des heures entières à regarder par la fenêtre, le regard perdu dans le vide, comme si elle cherchait quelque chose au loin, quelque chose que cette vie dans cette petite maison d'Ashgal ne pouvait pas lui donner. Elle soupirait beaucoup, elle parlait peu. Quand Marc essayait de la prendre dans ses bras, elle se raidissait. Quand il lui demandait ce qu'il n'allait pas, elle répondait « Rien, rien du tout », avec une voix plate qui disait exactement le contraire. Les mois passaient, et Élodie s'éloignait un peu plus chaque jour. Elle s'occupait des bébés, oui, mais sans la joie qu'on attend d'une jeune maman. Elle les nourrissait, elle les changeait, elle faisait ce qu'il fallait faire, mais il manquait quelque chose. Il manquait la lumière. Cette lumière que Marc avait vue dans ses yeux le jour de leur mariage. Elle s'éteignait lentement, comme une bougie à la fin de sa mèche. Un soir, Marc est rentré du chantier plus tôt que d'habitude. Il avait mal au dos, une douleur vive qui lui coupait la respiration, et le chef l'avait laissé partir. En poussant la porte de leur petite maison, il a trouvé Élodie, assise sur le lit, un sac à ses pieds, un sac de voyage. Le même sac bleu qu'elle avait apporté le jour où elle avait emménagé dans cette maison. Les jumeaux dormaient dans leur berceau. Ce vieux berceau en bois que Marc avait fabriqué lui-même avec des planches récupérées sur le chantier. Il avait poncé chaque planche avec soin. Il avait mis des vis solides pour que ce soit sécurisé. Ce berceau, c'était peut-être la plus belle chose que Marc avait jamais construite. Marc a regardé le sac. Il a regardé Élodie. Et il a compris. Son cœur s'est arrêté une seconde, comme quand tu reçois un coup que tu n'as pas vu venir. Elle dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Il a demandé. Sa voix tremblait. Pas de colère, de peur. Une peur glaciale qui lui traversait le corps tout entier. Élodie l'a regardé droit dans les yeux, et ce qu'il a vu dans son regard, ça l'a glacé jusqu'aux os. Il n'y avait plus d'amour. Il n'y avait plus de tendresse. Il n'y avait plus cette étincelle qui l'avait fait tomber amoureux d'elle. Il n'y avait que de la fatigue. Une fatigue profonde, celle qui vient de l'âme, mais pas du corps. Celle qu'aucune nuit de sommeil ne peut guérir. Marc, je ne peux plus. Je ne peux plus vivre comme ça. Regarde-nous. Regarde cette maison. Regarde ce quartier. Regarde cette vie. C'est pas une vie. Marc, on n'a rien. On n'aura jamais rien. Je me lève chaque matin et je vois les mêmes murs, la même misère, les mêmes rues sales. Je meurs ici. Je meurs à petit feu. Et si je reste, il ne restera plus rien de moi. Marc Santias, James Trembler. Il s'est approché d'elle. Il a voulu prendre sa main, mais elle l'a retirée comme si sa peau brûlait. Et les enfants? Il a murmuré, la gorge serrée. Moussa et Youssouf, tu vas les laisser comme ça? Ils ont 1 an, Élodie. 1 an. Ils connaissent même pas encore ton visage correctement. Élodie a baissé les yeux. Pendant un instant, juste un instant, Marc a cru qu'elle allait changer d'avis, qu'une larme allait couler sur sa joue, qu'elle allait poser ce sac maudit et revenir à sa place, près de ses enfants, près de son mari. Il a prié dans sa tête. Mon Dieu, faites qu'elle reste, faites qu'elle pose ce sac. Mais non. Élodie s'est levée, elle a pris son sac. Elle a marché vers la porte sans regarder le berceau, sans toucher le front de ses bébés, sans un dernier baiser sur leurs petites joues ondes. La porte s'est ouverte, puis elle s'est fermée, et Marc est resté là, debout,
dans cette petite maison, avec le bruit du ventilateur qui tournait et les respirations douces de ses jumeaux qui ne savaient pas que leur mère venait de disparaître de leur vie. Cette nuit-là, Marc a pleuré. Il a pleuré comme il n'avait jamais pleuré de sa vie. Pas devant les enfants, non, jamais devant les enfants. Il a attendu qu'ils soient profondément endormis, qu'ils n'entendent plus que leur petit souffle régulier, et il s'est assis dans un coin de la pièce, la tête entre les mains, le dos contre le mur froid, et il a laissé sortir tout ce qu'il avait à l'intérieur. La douleur, la honte, la colère, la peur, l'incompréhension. Ses épaules tremblaient, ses larmes coulaient entre ses doigts. Comment elle a pu faire ça? Comment une mère peut regarder ses bébés dormir paisiblement dans leur berceau, ces petits êtres innocents qui n'avaient rien demandé à personne, et tourner le dos? Marc ne comprenait pas. Il ne comprendrait peut-être jamais. Les questions tournaient dans sa tête sans trouver de réponse. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que je n'ai pas été assez bien pour elle? Est-ce que je n'ai pas travaillé assez dur? Mais il savait une seule chose, et cette chose, il l'a gravée dans son cœur cette nuit-là. Ses 2 enfants, il allait les élever seul s'il le fallait. Même si ça devait le tuer, il allait leur donner tout ce que la vie ne lui avait pas donné à lui. Il n'allait manquer de rien, rien. Le lendemain matin, quand les jumeaux se sont réveillés en pleurant, le visage froissé et les petites mains tendues vers le haut, Marc s'est essuyé le visage avec le bas de sa chemise. Il a pris une grande respiration si profonde qu'elle a fait trembler ses poumons, et il s'est mis au travail. Il a changé les couches. Il a préparé le biberon en tâhonnant, en renversant un peu de lait sur le comptoir. Il a bercé Moussa qui pleurait sans arrêt, peut-être parce qu'il sentait l'absence de sa mère. Et il a tenu Youssouf contre sa poitrine pendant qu'il chauffait le lait de l'autre main. Ses grosses mains de manœuvre, ses mains habituées à soulever des parpaings et à manier la pelle, elles tenaient maintenant un biberon minuscule avec une délicatesse qu'il ne se connaissait pas. Il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Personne ne lui avait appris à être père et mère en même temps, mais il apprenait. Chaque jour, il apprenait un peu plus. Chaque erreur lui enseignait quelque chose. Chaque nuit blanche le rendait plus fort. Le problème, c'est que Marc devait aussi travailler. Les chantiers ne l'attendaient pas. Si tu ne viens pas, un autre prend ta place. À la gosse, il n'y a pas de pitié. Le travail n'attend personne et la faim n'excuse personne. Alors Marc a fait la seule chose qu'il pouvait faire. Il a frappé à la porte de sa voisine, Ara. Ara était une femme d'âge moyen, la cinquantaine environ. Elle avait les cheveux grisonnants qu'elle couvrait toujours d'un foulard coloré. Son visage portait les marques du temps, mais ses yeux étaient doux, pleins de cette bonté qui ne se fabrique pas. Elle n'avait pas d'enfant à elle. La vie ne lui en avait pas donné, et elle avait fini par accepter ça, avec cette sagesse tranquille des femmes qui ont appris à faire la paix avec leur destin. Son mari était mort des années auparavant, emporté par une maladie que les médecins du quartier n'avaient pas su soigner, et elle vivait seule dans une petite maison à côté de celle de Marc. Ara avait un visage doux et des mains qui sentaient toujours le beurre de karité. Des mains qui avaient soigné des dizaines d'enfants du quartier. Tout le monde l'appelait Mama Ara, même si elle n'était la mère biologique de personne. Parce que Mama Ara, elle était la mère de tout le monde. « Mamara, j'ai besoin de ton aide », a dit Marc ce matin-là, les yeux encore rouges et gonflés d'avoir pleuré toute la nuit, les 2 bébés dans les bras, un qui pleurait et l'autre qui mettait ses petits doigts dans sa bouche. Elle avait entendu la porte claquer la veille au soir. Elle avait vu Élodie marcher dans la rue avec son sac bleu sans se retourner. Elle avait vu la silhouette de Marc immobile dans l'encadrement de la porte. Elle n'avait rien dit parce qu'Ara n'était pas le genre de femme à se mêler des affaires des autres. Mais ce matin-là, en voyant Marc avec ses 2 bébés dans les bras et cette douleur immense dans les yeux, elle a compris. Elle a compris tout sans qu'il ait besoin de prononcer un seul mot de plus. « Amène-les !» a dit Ara d'une voix ferme et tendre à la fois. « Amène-les-moi chaque matin. Va travailler. Je m'occupe d'eux aussi longtemps qu'il le faudra. » Marc a failli pleurer encore, mais il s'est retenu. Il n'y avait plus de temps pour les larmes. Les larmes ne nourrissent pas les enfants. Il a simplement hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler, et il a déposé les jumeaux chez Ara.
Et c'est comme ça que la routine s'est installée. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève sur la gosse, Marc déposait Moussa et Youssouf chez Mama Hara. Ils partaient sur les chantiers à pied, parfois 1 heure de marche. Ils travaillaient comme un forcené toute la journée sous le soleil ou sous la pluie. Et le soir, ils récupéraient ses enfants. Hara les nourrissait, les lavait, leur chantait des chansons douces en yoruba. Elle leur donnait cet amour maternel que leur propre mère avait refusé de leur donner. Elle les portait sur son dos comme on fait ici. Elle leur racontait des histoires. Elle soufflait sur leurs petits bobos. Pour Moussa et Youssouf, Mama n'était pas une voisine. C'était leur mère, la seule qu'ils aient jamais connue. Les années ont passé, lentes et dures. Marc prenait tous les boulots qu'il pouvait trouver. Manœuvre sur les chantiers, porteur de sacs au marché, casseur de pierre à la carrière, peintre en bâtiment, poseur de carrelage, maçon quand on avait besoin de lui, électricien quand quelqu'un avait un fil à réparer. Tout ce qui pouvait lui rapporter de l'argent, il le faisait. Il ne refusait jamais rien, même les boulots les plus ingrats, les plus sales, les plus dangereux. Certains jours, il travaillait sur 2 chantiers différents. Il partait à 5 heures du matin et il rentrait à 10 heures du soir. Le corps tellement fatigué qu'il pouvait à peine monter les 2 marches de sa maison. Ses mains saignaient parfois tellement elles étaient abîmées. Son dos le faisait souffrir au point qu'il ne pouvait plus se redresser complètement. Mais il ne s'arrêtait pas, parce que chaque néra qu'il gagnait, c'était pour Moussa et Youssouf. Chaque goutte de sueur qui tombait de son front, c'était pour leur avenir. Chaque douleur dans ses muscles, c'était le prix de leur bonheur futur. Il y a eu des jours où Marc n'avait pas assez d'argent pour manger. Le riz coûtait trop cher, le marché augmentait ses prix et les chantiers payaient mal. Alors, il donnait tout aux enfants, et lui, il se couchait le ventre vide, avec juste un verre d'eau pour tromper la faim. Il y a eu des nuits où il restait éveillé, fixant le plafond fissuré de sa chambre, se demandant si demain serait meilleur, si cette vie de misère aurait une fin un jour. Il y a eu des moments où la solitude était si lourde, si écrasante, qu'il avait envie de crier. De crier au ciel, de crier à la terre, de crier à cette femme qui était partie sans se retourner. Mais il ne criait pas. Il ne s'est jamais plaint devant qui que ce soit. Il serrait les dents, il serrait les poings, et il continuait. Pour Moussa, pour Youssouf, toujours pour eux. Quand les jumeaux ont eu 5 ans, Marc les a inscrits à l'école. Ils allaient avoir ce que lui n'avait jamais eu. Une chance. Une vraie chance de s'en sortir. Très vite, les différences entre les 2 frères sont apparues, claires comme le jour. Youssouf était brillant à l'école. Ce garçon, c'est comme s'il avalait les livres et les digérait en un instant. Il apprenait tout avec une facilité déconcertante. Les maths, la lecture, les sciences, la géographie. Ses cahiers étaient toujours propres, son écriture toujours soignée. Pas une rature, pas une tache. Les professeurs n'en revenaient pas. Ils appelaient Marc pour lui dire que son fils était exceptionnel, qu'il avait une intelligence au-dessus de la moyenne, qu'il fallait le pousser. Marc écoutait le cœur gonflé de fierté, même s'il ne comprenait pas la moitié des termes savants que les professeurs utilisaient. Il hochait la tête et il répondait simplement « Merci, je vais tout faire pour qu'il continue. » Yous, c'est le cerveau de la famille, disait-il en riant quand les voisins lui demandaient comment allaient les garçons. Moussa, lui, c'était une autre histoire. À l'école, il était moyen, pas mauvais, mais pas brillant non plus. Les maths l'ennuyaient, la grammaire le fatiguait, et il regardait souvent par la fenêtre en rêvant d'être dehors. Ses cahiers étaient corrects, mais sans plus. Par contre, dès qu'il mettait un pied sur un terrain de foot, c'est comme si un autre garçon prenait sa place. Moussa se transformait. Il courait plus vite que tous les autres, avec une vitesse qui semblait surnaturelle pour un gamin de son âge. Il draillait comme si le ballon était collé à son pied par un aimant invisible. Il marquait des buts que même les grands de 15 ne pouvaient pas arrêter. Les autres gamins du quartier venaient le regarder jouer. Il forma un cercle autour du terrain et il criait son nom. Les adultes s'arrêtaient au bord du terrain en revenant du marché et il hochait la tête avec admiration. « Ce gamin-là, il a quelque chose, disait-il. Ce gamin-là, il ira loin si Dieu le veut. » Marc regardait ses 2 fils grandir
et il remerciait le ciel chaque soir à genoux dans sa petite chambre. Ils étaient différents, oui, aussi différents que le soleil et la lune, mais ils étaient tous les deux extraordinaires à leur manière, et surtout, ils étaient unis. Ces deux-là, c'est comme s'ils avaient un lien invisible, un fil que personne ne pouvait voir, mais que tout le monde pouvait sentir. Quand Moussa était triste, Youssouf le sentait avant même que Moussa n'ouvre la bouche. Quand Youssouf était stressé par les examens, Moussa débarquait avec un ballon et le tirait dehors pour le faire rire. Ils se disputaient parfois comme tous les frères, mais 5 minutes après, ils étaient de nouveau ensemble, inséparables. Ils se complétaient comme les deux faces d'une même pièce, comme la pluie et le soleil qui font pousser les arbres. Marc a tout sacrifié pour ses fils, absolument tout. Il n'a jamais racheté de vêtements neufs pour lui. Il portait les mêmes habits usés et décolorés pendant des années. Il recousait lui-même les trous avec du fil et une aiguille. Mais ses fils avaient toujours leurs uniformes propres et leurs chaussures correctes. Il n'a jamais mangé au restaurant, même pas un bout de souilla au bord de la route. Il n'a jamais bu une bière avec des amis le vendredi soir, comme le faisaient les autres hommes du quartier. Il n'a jamais pris un seul jour de repos, pas un dimanche, pas un jour férié. Tout, absolument tout. Aller dans l'éducation des enfants, dans leur nourriture, dans leur fourniture scolaire, dans leur bien-être. Et Mama Hara, elle aussi donnait sans compter cette femme, que Dieu la bénisse, que les anges la protègent. Elle a aimé ses enfants comme si c'étaient les siens, comme si elle les avait portés dans son ventre pendant 9 mois. Elle leur préparait à manger après l'école des plats chauds, du riz et du ragoût, du plantain frit et du poulet quand elle pouvait se le permettre. Elle vérifiait leurs devoirs le soir, penchée sur leur cahier avec ses lunettes cassées qu'elle avait réparées avec du scotch. Elle les grondait quand il le fallait et elle les serrait dans ses bras quand ils avaient besoin de réconfort. Pour Moussa et Youssouf, leur famille c'était Papa Marc et Mama Hara. Ils n'avaient besoin de personne d'autre. Les années ont continué de passer et le talent de Moussa au football devenait impossible à ignorer. À 15 ans, il jouait dans les équipes de jeunes du quartier, puis dans les équipes de la ville. Il dominait chaque match, chaque tournoi. Un jour, lors d'un tournoi interquartier, un recruteur l'a remarqué. Ce recruteur, c'était un type en chemise blanche qui prenait des notes dans un petit carnet. Il travaillait pour une académie de football. Une de ces académies qui prennent les jeunes talents et les forment pour en faire des professionnels. Il a regardé Moussa jouer pendant tout le match et à la fin, il est venu voir Marc. « Votre fils a un talent énorme, monsieur. Je n'ai pas vu un joueur comme ça depuis longtemps. Si vous le laissez venir à l'académie, on peut le former. On peut en faire un professionnel. Il a le potentiel pour aller en Europe, peut-être même en Angleterre. » Marc a regardé cet homme avec méfiance. Il a plissé les yeux. « À la gosse, on te promet la lune et on te vole ta chemise pendant que tu regardes en l'air. » Marc avait vu trop d'arnaqueurs, trop de faux agents, trop de promesses vides. Mais quelque chose dans les yeux de ce recruteur semblait sincère. Et surtout, Marc voyait bien que Moussa était fait pour ça. Le football, c'était pas juste un jeu pour lui. C'était sa vie, son oxygène, sa raison de se lever le matin. Après avoir prié toute la nuit, et après avoir parlé à Mama Hara, il a accepté. Moussa est parti à l'académie. Marc a pleuré ce soir-là aussi, seul dans sa chambre, assis sur son lit. Mais c'était des larmes différentes. Pas des larmes de douleur ou d'abandon. Des larmes d'espoir. Des larmes d'un père qui voit les portes s'ouvrir pour son enfant. Son fils allait avoir une chance, une vraie chance. De son côté, Youssouf continuait à briller à l'école comme un diamant. Ce garçon, je vous jure, il avait quelque chose dans la tête que les autres n'avaient pas. Un feu, une ambition, une vision. Il ne se contentait pas d'apprendre ses leçons par cœur comme les autres élèves. Il posait des questions que les professeurs eux-mêmes ne savaient pas répondre. Il lisait des livres avancés qu'il empruntait à la bibliothèque municipale. Des livres sur l'économie, les affaires, la finance, la façon dont les grandes fortunes se construisent. À 16 ans, il avait déjà une vision claire de son avenir. Il disait à son père en le regardant droit dans les yeux « Papa, un jour, je vais créer ma propre entreprise. Je vais devenir quelqu'un d'important. Et toi,
Tu ne travailleras plus jamais sur un chantier. Plus jamais tu ne porteras un sac de ciment. Je te le promets. » Marc souriait quand il entendait ça. Un sourire un peu triste et un peu fier en même temps. Il ne savait pas si cela arriverait un jour, mais il aimait voir cette flamme dans les yeux de son fils. Cette flamme qui disait au monde entier que rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Moussa a passé 3 ans à l'académie, et ces 3 années ont été les plus intenses de sa vie. Il s'est entraîné comme un fou, comme un possédé. Chaque matin, il était le premier sur le terrain avant même que le gardien ait ouvert le portail. Chaque soir, il était le dernier à partir quand des projecteurs s'éteignaient. Il a couru, il a soulevé des poids, il a travaillé sa technique pendant des heures. Il a appris à maîtriser son corps, à lire le jeu, à anticiper les mouvements de l'adversaire, à devenir un vrai attaquant, un prédateur devant le but. Et puis un jour, la nouvelle est tombée comme une bombe. Un club de 2e division anglaise avait envoyé des recruteurs en Afrique. Ils cherchaient des talents jeunes, des diamants bruts, et ils ont vu Moussa jouer. Ce jour-là, Moussa a marqué 3 buts en un seul match. 3 buts magnifiques, 3 œuvres d'art. Le recruteur anglais, un homme aux cheveux roux qui mâchait du chewing-gum, a sorti son téléphone et a appelé son club immédiatement. Quelques semaines plus tard, Moussa avait un billet d'avion pour l'Angleterre dans sa poche. Marc l'a accompagné à l'aéroport de Lagos. Ce grand homme fort, ce travailleur infatigable aux mains calleuses, il a serré son fils dans ses bras, tellement fort que Moussa a cru qu'il allait l'étouffer. Marc sentait le ciment et la sueur comme toujours. Et pour Moussa, c'est l'odeur la plus rassurante du monde. L'odeur de son père, l'odeur du sacrifice. « Fais-moi honneur, mon fils », a murmuré Marc à son oreille. « Montre-leur ce qu'un fils d'Ashk. Montre-leur que la misère ne définit pas un homme. » Moussa est monté dans l'avion avec les larmes aux yeux. Le cœur lourd de quitter son père et son frère, mais le feu dans le ventre. Le feu de la détermination. En Angleterre, Moussa a souffert au début. Le froid glacial qui lui mordait la peau, lui qui avait grandi sous le soleil de Lagos. La langue qu'il ne maîtrisait pas. Ces mots qui lui échappaient et ces conversations qu'il ne comprenait qu'à moitié. La solitude terrible le soir, dans sa petite chambre du centre de formation, quand la nuit tombait et que les bruits de Lagos lui manquaient. Tout était différent. La nourriture, le climat, les gens. Mais Moussa avait la rage de vaincre. Il avait dans le sang cette force que son père lui avait transmise sans le savoir. Cette capacité à encaisser les coups les plus durs et à se relever. Cette obstination à ne jamais abandonner. Quoi qu'il arrive, il s'est adapté, jour après jour. Il a appris la langue. Il a travaillé son jeu sans relâche, pendant que les autres joueurs sortaient en ville le week-end, lui restait au centre de formation à s'entraîner. En 2 saisons, il est passé de la 2e division à la 1re division. Les journaux commençaient à parler de lui, le gamin de Lagos, le phénomène venu du quartier d'Ashgal qui marquait des buts impossibles. Moussa était en train de devenir une star. Pendant ce temps, à Lagos, Youssouf avait terminé ses études avec les honneurs. À 21 ans, avec ses économies, un petit prêt qu'il avait réussi à obtenir auprès d'un homme d'affaires qui avait cru en lui et une détermination de fer, il a lancé sa première entreprise, une petite société de logistique et de transport. Au début, ce n'était presque rien. Un bureau minuscule dans un immeuble vétuste. Un ordinateur d'occasion qui mettait 10 minutes à démarrer. Un téléphone portable et une ambition démesurée. Mais Youssouf avait cette intelligence des affaires qui ne s'apprend pas dans les livres et que les écoles ne peuvent pas enseigner. Il savait parler aux gens et les convaincre. Il savait repérer les opportunités là où les autres ne voyaient que des problèmes. Il savait prendre des risques calculés au bon moment. En 3 ans, sa petite société est devenue une entreprise reconnue à Lagos. Il a embauché 10 fois personne, puis 20, puis 50, puis 100. Les contrats arrivaient de partout, les partenaires se bousculaient, les clients revenaient toujours. Youssouf était en train de construire un empire commercial, pierre par pierre, exactement comme son père construisait des bâtiments sur les chantiers. Et Marc dans tout ça? Marc travaillait toujours sur les chantiers. Malgré les supplications de ses fils qu'il appelait tous les jours, il refusait de s'arrêter. « Papa, arrête de travailler, on peut s'occuper de toi maintenant,
Tu as assez donné, disait Moussa au téléphone depuis l'Angleterre, la voix tremblante. Papa, viens travailler avec moi au bureau, je te donne un poste, disait Youssouf dans son bureau climatisé de Lagos. Mais Marc secouait la tête à chaque fois. Il disait qu'il n'avait pas encore fini, qu'il avait encore de la force dans les bras, qu'il ne voulait pas être un poids pour ses enfants, qu'il ne savait faire que ça, travailler avec ses mains. En vérité, Marc avait peur. Il avait passé tellement d'années à travailler dur, tellement d'années à porter le monde sur ses épaules, que l'idée de s'arrêter lui faisait peur. Comme si sans le travail, sans cette douleur quotidienne, il ne savait plus qui il était. Le travail, c'était sa colonne vertébrale, et il avait peur de s'effondrer sans. Mais les jumeaux n'allaient pas laisser leur père continuer comme ça, pas une seconde de plus. Un matin, Moussa a appelé Youssouf depuis l'Angleterre. Sa voix était déterminée, sans aucune hésitation. « Frère, il est temps. Papa a assez souffert. Ses mains ont assez saigné, son dos a assez porté. On va lui construire la maison qu'il mérite, la maison de ses rêves. Non, plus que ses rêves, un palais. » Youssouf a souri au bout du fil. Un sourire que Moussa ne pouvait pas voir, mais qu'il a senti. « J'ai déjà le terrain, frère, à Yoi. » Ikoyi, le quartier le plus riche de Lagos. Le quartier où vivent les millionnaires, les ministres et les grandes familles. Le quartier où les maisons ressemblent à des palais de cinéma et où les voitures de luxe brillent au soleil le long des avenues bordées de palmiers. Youssouf avait acheté un terrain là-bas, en secret, depuis des mois. Il attendait le bon moment et ce moment était arrivé. Les travaux ont duré 8 mois. 8 mois de construction intensive. Moussa envoyait l'argent depuis l'Angleterre chaque mois sans jamais manquer un virement. Youssouf supervisait la construction à Lagos, passant sur le chantier tous les jours après le travail, vérifiant chaque détail. Ils ont engagé les meilleurs architectes de la ville, les meilleurs ouvriers, les meilleurs décorateurs. Ils voulaient que cette maison soit un monument. Un monument à la mémoire de toutes ces années de sacrifice. Un monument pour cet homme qui avait porté des sacs de ciment toute sa vie et qui méritait enfin de vivre dans la beauté et le confort. 5 chambres, 3 salons, une cuisine moderne, un jardin immense avec des arbres et des fleurs, une piscine aux carreaux bleus, un garage pour 2 voitures. Chaque brique de cette maison était posée avec amour. Chaque mur était peint avec gratitude. Le jour de l'inauguration de la maison, Marc ne savait rien. Absolument rien. Youssouf lui avait dit qu'ils allaient visiter un ami à Ikoyi, un collègue de travail. Marc avait hésité. Ikoyi, ce n'était pas son monde. Mais Youssouf avait insisté. Alors Marc avait mis sa plus belle chemise, celle qu'il gardait pour les grandes occasions, celle qu'il avait repassée avec soin la veille. Et il était monté dans la voiture de Youssouf. Quand la voiture s'est arrêtée devant cette immense maison blanche avec des colonnes élégantes, un jardin magnifique rempli de fleurs colorées et une piscine qui brillait sous le soleil de l'après-midi, Marc a front les sourcils. « C'est la maison de qui, ça ?» Youssouf a souri. Un sourire large, lumineux, un sourire d'enfant. « C'est ta maison, papa. » Marc l'a regardé comme s'il venait de dire la chose la plus absurde du monde. Il a ri nerveusement. « Arrête de plaisanter, Youssouf, on est où là ?» Puis il a vu Moussa sortir de la porte d'entrée de la maison. Moussa qui avait pris l'avion depuis l'Angleterre en secret, qui avait traversé un océan juste pour être là ce jour-là, pour voir le visage de son père à cet instant précis. Moussa avec son large sourire. Ce même sourire qu'il avait quand il était petit et qu'il marquait un but dans le terrain vague d'Ashgal, qui descendait les marches du perron et courait vers son père les bras ouverts. Et là, Marc a compris. Ce n'était pas une blague, ce n'était pas un rêve. Cette maison, ce palais avec ses murs blancs et son jardin vert et sa piscine bleue, c'était pour lui. Pour Marc le manœuvre, pour Marc le porteur de sacs de ciment, pour Marc le père qui n'avait jamais abandonné. Marc est tombé à genoux, là devant cette maison, sur ce sol pavé, dans ce quartier qu'il n'aurait jamais osé traverser en temps normal. Lui qui se serait senti comme un étranger parmi les riches, cet homme qui avait passé sa vie entière à construire des maisons pour les autres, est tombé à genoux devant la sienne. Et il a pleuré. Mon Dieu, comme il a pleuré. Mais cette fois,
C'étaient les plus belles larmes de sa vie. Les larmes d'un père qui voit ses enfants réussir. Les larmes d'un homme qui comprend enfin que tous ses sacrifices, toutes ses nuits de faim, toutes ses douleurs dans le dos, toutes ses humiliations sur les chantiers, tout ça n'avait pas été vain. Pas un seul jour n'avait été perdu. Chaque souffrance avait porté ses fruits. Moussa et Youssouf se sont mis à genoux à côté de leur père. Ils l'ont serré dans leurs bras. 3 hommes à genoux sur le pavé. Le père au milieu, un fils de chaque côté. Et ils sont restés là, à pleurer ensemble devant cette maison. Les ouvriers qui terminaient les dernières finitions se sont arrêtés pour regarder. Même eux avaient les yeux humides. Même le gardien de la maison d'un voisin, qui observait la scène par-dessus le mur, s'est essuyé les yeux. « Papa, tu ne travailleras plus jamais sur un chantier », a dit Youssouf en serrant la main de son père. « Plus jamais, c'est fini. Tu as assez donné. Tout ce que tu as fait pour nous, papa, a ajouté Moussa, la voix brisée par l'émotion, on ne pourra jamais te le rendre complètement. Même 100 maisons ne suffirait pas. Mais ça, c'est le début. C'est notre façon de te dire merci. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. Merci d'avoir été là quand elle est partie. » Marc a déménagé dans sa nouvelle maison. Pour la première fois de sa vie, à plus de 5 ans, il avait une chambre à lui avec un vrai lit, un matelas moelleux, des draps propres. Une salle de bain avec de l'eau chaude qui coulait quand il tournait le robinet. Un salon immense avec des canapés en cuir, un téléviseur à écran plat et la climatisation qui soufflait de l'air frais. Un jardin où il pouvait s'asseoir le matin avec une tasse de café et regarder le ciel en écoutant le chant des oiseaux. Et bien sûr, la première personne qu'il a invitée à vivre avec lui sans une seconde d'hésitation, c'est Mama Hara. Cette femme qui avait sacrifié ses propres années, sa propre jeunesse, pour s'occuper de 2 enfants qui n'étaient pas les siens. Mama Hara a eu sa propre chambre, grande et lumineuse, sa propre salle de bain avec de l'eau chaude et tout le confort qu'elle méritait 1000 fois. La vie de Marc a complètement changé. Moussa continuait à briller en Angleterre. Il jouait maintenant dans un grand club de première division et chaque semaine, des millions de personnes le regardaient à la télévision. Son nom était dans les journaux, son visage sur les affiches, ses buts dans les émissions de sport. Marc voyageait régulièrement entre Lagos et l'Angleterre pour voir les matchs de son fils. Lui, l'ancien manœuvre d'Ashgal, l'homme qui portait des sacs de ciment pour survivre, il s'asseyait dans les tribunes VIP des plus grands stades du monde, avec une écharpe du club de son fils autour du cou, un bonnet sur la tête parce qu'il avait toujours froid en Angleterre, et il criait plus fort que tout le monde quand Moussa marquait un but. Les caméras le montraient parfois dans les tribunes. Ce père africain aux yeux mouillés de fierté. Et les commentateurs racontaient son histoire. L'histoire du père manœuvre dont le fils est devenu une star. Youssouf, de son côté, avait agrandi son empire. Sa société de logistique était devenue l'une des plus grandes et des plus respectées de Lagos. Il avait ouvert des bureaux dans plusieurs villes. Il employait des centaines de personnes, donnait du travail à des familles entières. Les magazines d'affaires l'interviewaient et mettaient sa photo en couverture. Les universités l'invitaient à donner des conférences devant des amphithéâtres remplis d'étudiants qui buvaient ses paroles. Le fils du manœuvre d'Aginlé était devenu un patron respecté, un visionnaire, un modèle pour toute une génération. Et puis un jour, la nouvelle est arrivée comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, comme un fantôme qui revient du passé. Élodie est revenue. 20 ans. 20 longues années après avoir claqué cette porte. 20 ans après avoir abandonné ses bébés d'1 an dans un berceau en bois, Élodie est revenue à Lagos. Les rumeurs circulaient dans l'ancien quartier depuis quelques jours. Les langues se délient au marché, dans les salons de coiffure, dans les cours des maisons. On disait qu'elle avait entendu parler de la réussite de ses fils. On disait qu'elle avait vu Moussa à la télévision marquer un but magnifique en finale de coupe. On disait qu'elle savait pour la maison à Ikoyi, pour l'entreprise de Youssouf, pour les voitures, pour l'argent, pour la gloire. Et elle est venue. Elle a débarqué un matin à la grille de la maison d'Ikoyi, vêtue d'une belle robe qu'elle avait sans doute achetée pour l'occasion. Maquillée soigneusement, comme pour un mariage, avec un sourire nerveux sur le visage et les mains qui tremblaient le long de son corps. C'est le gardien qui a appelé Youssouf. « Monsieur, il y a une femme à la grille. Elle dit qu'elle est votre mère. »
Youssouf a senti son sang se glacer dans ses veines. Il a posé son téléphone, il a fermé les yeux pendant un long moment. Si long que le gardien a cru que la ligne avait coupé. Puis il a ouvert les yeux et il a appelé Moussa en Angleterre. « Frère, elle est là. Elle est revenue. » Un long silence au téléphone. Un silence lourd, chargé de 20 ans de souvenirs, de questions sans réponse, de nuits sans mer. Puis la voix de Moussa, froide comme de l'acier. « Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle dit qu'elle veut voir ses enfants. » Moussa n'a pas répondu tout de suite. On entendait juste sa respiration au bout du fil. Quand il a parlé, sa voix ne tremblait pas. Pas une seule vibration. Qu'elle attende, je prends le prochain vol. 2 jours plus tard, les jumeaux étaient réunis dans le grand salon de la maison d'Ikoy. Marc était là aussi, assis dans son fauteuil préféré, le visage ferme, les mains croisées sur ses genoux. Mama Hara se tenait près de la porte de la cuisine, les mains jointes, le cœur serré, les lèvres serrées en une prière silencieuse. Et Élodie était assise en face de ses fils sur le canapé en cuir blanc, ces 2 bébés qu'elle avait laissés dans un berceau il y a 20 ans, et qui étaient maintenant des hommes faits, grands, forts, élégants et prospères. 2 hommes qui avaient construit leur vie sans elle. Malgré elle, le silence dans cette pièce était insupportable. On entendait le tic-tac de la pendule accrochée au mur. On entendait le bruit de la climatisation. On entendait le cœur de chacun battre dans sa poitrine. C'est Élodie qui a parlé en premier. Sa voix était faible, cassée comme une corde de guitare trop tendue. « Mes enfants, je sais que ce que j'ai fait était terrible. Il ne se passe pas un jour sans que j'y pense. Je vous demande pardon. Du fond de mon cœur, je vous demande pardon. Je veux faire partie de votre vie. Je veux rattraper le temps perdu. Je veux être votre mère. » Sa voix tremblait. Des larmes coulaient sur ses joues, laissant des traces de maquillage. Elle avait l'air sincèrement émue, sincèrement désespérée. Mais les yeux de Moussa et Youssouf, eux, ne tremblaient pas. Ils étaient durs. Durs comme la vie qu'ils avaient vécue sans elle. Durs comme les mains de leur père après une journée sur le chantier. C'est Moussa qui a parlé en premier. Lui, l'attaquant qui faisait trembler des défenseurs les plus solides sur les terrains d'Angleterre, il a parlé d'une voix calme, presque douce, mais chaque mot pesait une tonne. Chaque phrase tombait comme un coup de marteau sur une enclume. « Maman, tu nous appelles tes enfants. Mais où étais-tu quand on pleurait la nuit et que papa devait nous bercer après 10 heures de chantier avec ses mains qui saignaient encore? Où étais-tu quand on avait faim et que papa ne mangeait pas pour que nous, on puisse manger? Où étais-tu quand papa saignait des mains à force de porter des sacs de ciment quand son dos se cassait sous le poids de la misère? Où étais-tu quand maman nous soignait quand on était malade? Quand elle passait des nuits blanches à côté de nous avec un chiffon mouillé sur notre front? Tu n'étais nulle part. Tu étais parti. Tu avais fait ton choix. » Élodie pleurait maintenant. Elle pleurait vraiment, sans retenue, sans dignité, les épaules secouées par les sanglots. Youssouf a pris la parole à son tour, plus calme encore que son frère, presque froid, mais avec cette intelligence dans les mots qui le caractérisait. Chaque phrase était pesée, réfléchie, implacable. « On ne te déteste pas, maman. La haine, c'est un poids trop lourd et on ne veut pas le porter. On a déjà porté assez de poids dans cette vie. Mais te pardonner, ça, on ne peut pas. Pas aujourd'hui. Peut-être pas jamais. Pas parce qu'on est méchant ou rancunier, mais parce que le pardon, ça ne peut pas effacer 20 ans. 20 ans où papa a été notre mère et notre père en même temps. 20 ans où maman Hara nous a aimés comme tu aurais dû le faire. 20 ans où on a grandi en se demandant pourquoi notre mère ne nous avait pas aimés assez pour rester. Tu as fait un choix ce soir-là, quand tu as pris ce sac bleu, et que tu es sorti, sans même embrasser tes bébés. Tu as choisi de partir. Tu as choisi toi-même au lieu de tes enfants. Et aujourd'hui, nous aussi on fait un choix. On choisit de ne pas ouvrir cette porte. On choisit
de ne pas faire semblant que rien ne s'est passé. Tu as le droit de vivre ta vie. On ne te veut aucun mal. Mais notre famille, c'est papa, c'est maman, c'est nous deux. Et ça ne changera pas. Élodie est restée assise un long moment après ces mots. Le silence dans cette pièce était si lourd qu'on aurait pu le toucher. Ses larmes avaient séché sur ses joues. Son regard était perdu, vide, comme celui qu'elle avait 20 ans auparavant, le soir où elle était partie. Puis elle s'est levée lentement. Elle a hoché la tête sans dire un mot, et elle est partie. Encore une fois, elle est sortie par une porte. Mais cette fois, ce n'était pas elle qui fuyait, c'était la vie qui lui rendait la monnaie de sa pièce. Ce qu'elle avait semé, elle le récoltait maintenant. Chaque graine d'abandon produit un fruit amer. Marc n'a pas dit un seul mot pendant toute la scène. Pas un seul mot. Il est resté assis dans son fauteuil, les mains croisées sur ses genoux, le regard fixe droit devant lui. Il n'avait pas regardé Élodie une seule fois, pas une seule fois en 20 minutes. Mais quand elle est partie, quand la porte s'est refermée et que le bruit de ses talons s'est évanoui dans le jardin, il a levé les yeux vers ses fils, et dans ses yeux, il y avait tout. La fierté immense d'un père qui voit ses enfants parler avec courage et dignité. L'amour infini de cet homme qui avait tout donné. La gratitude envers Dieu, envers la vie, envers le destin qui lui avait pris sa femme, mais qui lui avait laissé ses enfants. Tout ce qu'un père peut ressentir en voyant ses enfants devenir des hommes dignes et droits, c'était là dans les yeux de Marc. Ce soir-là, Marc, Moussa, Youssouf et Mama Hara ont dîné ensemble dans la grande salle à manger de la maison d'Ikoï. Ils ont mangé du riz jollof, du poulet grillé aux épices et des plantains frits dorés et croustillants. Mama Hara avait cuisiné elle-même malgré la présence d'un cuisinier professionnel que Youssouf avait embauché. Elle avait chassé le cuisinier de sa cuisine en agitant sa cuillère en bois. « Je connais ce que mes enfants aiment manger », elle avait dit. « Pneutre ne fera ce repas à ma place. » Ils ont ri, ils ont parlé du passé avec cette tendresse qu'on a pour les épreuves qu'on a surmontées. Ils se sont rappelés les jours difficiles à égal, les nuits où le ventilateur ne marchait pas et où la chaleur était étouffante, les matins où le petit déjeuner, c'était juste du gari et de l'eau sucrée. Et ils ont mesuré le chemin parcouru. Du berceau en bois fabriqué avec des planches de chantier au palais d'Ika, de la poussière d'Éguine aux tribunes VIP des stades d'Angleterre, du ventre vide de Marc aux tables garnies de leurs restaurants préférés. Moussa a levé son verre de jus de fruits. À papa, il a dit, la voix chargée d'émotion. À l'homme le plus fort que je connaisse. L'homme qui ne nous a jamais abandonnés. L'homme qui a choisi de rester quand tout le monde serait parti. Youssouf a levé le sien, et à Mama Hara, la femme qui a choisi de nous aimer quand une autre a choisi de partir. La femme qui nous a donné une mère quand la nôtre nous avait enlevé la sienne. Mama Hara a essuyé ses larmes avec le coin de son foulard, et elle a souri. Ce sourire de femme comblée, de femme qui sait qu'elle a bien fait, que sa vie a eu un sens, que l'amour qu'elle a donné lui est revenu au centuple. Marc a levé son verre en dernier. Il a regardé chacun d'eux un par un, longuement. Et puis il a dit simplement avec cette voix grave de travailleur, cette voix qui avait crié sur les chantiers pendant 30 ans. « À mes fils, vous êtes ma plus grande réussite. Pas cette maison, pas l'argent, pas les voitures. Vous deux, c'est vous ma richesse. » Aujourd'hui, Marc vit toujours dans sa maison d'Ikoï. Il se lève chaque matin sans réveil. Il prend son café dans le jardin, assis dans une chaise longue sous le manguier que Youssouf a fait planter spécialement pour lui, et il regarde le ciel avec un sourire paisible. Il fait des mots croisés, il écoute la radio, il arrose ses fleurs. De temps en temps, régulièrement même, il prend l'avion pour l'Angleterre pour voir Moussa jouer. Il s'assoit dans les tribunes VIP, il enfile son écharpe du club et il crie le nom de son fils comme un supporter de 20 ans. Quand Moussa marque, Marc se lève et il danse, et les gens autour de lui rient et dansent avec lui, parce que la joie de ce père est contagieuse. Quand il rentre à Lagos, Youssouf vient le chercher à l'aéroport dans sa belle voiture,
et ils vont dîner ensemble tous les trois avec Mama Hara dans les meilleurs restaurants de la ville. Mark commande toujours le même plat, du riz-jollof et du poulet grillé comme autrefois, parce que certaines choses ne changent pas, même quand tout le reste a changé. Mama Hara est toujours là, toujours présente, toujours aimante, toujours infatigable. Elle cuisine encore pour eux, même quand ils lui disent 100 fois qu'elle n'a plus besoin de le faire. Elle dit que la cuisine, c'est son bonheur. Que nourrir ces garçons, même maintenant qu'ils sont des hommes, c'est la chose qui la rend le plus heureuse au monde. Et Élodie? Élodie a disparu à nouveau. Certains disent qu'elle vit quelque part à Lagos, seule dans un petit appartement. D'autres disent qu'elle est partie dans une autre ville, loin des rumeurs et des regards. Personne ne sait vraiment. Et pour être honnête, personne ne cherche à savoir, parce que dans cette histoire, Élodie a fait son choix. Elle a pris ce sac bleu, et elle est sortie par cette porte il y a 20 ans. Et chaque choix a ses conséquences. Chaque porte que tu fermes derrière toi, quelqu'un peut décider de ne jamais la rouvrir. Voilà mes amis, c'est l'histoire de Mark et de ses jumeaux. Une histoire qui commence dans la douleur la plus profonde et qui finit dans la lumière la plus éclatante. Une histoire qui prouve que la vie peut être injuste, cruelle et brutale, mais que l'amour d'un père, ça peut déplacer des montagnes. Maintenant, laissez-moi vous donner mon analyse personnelle de cette histoire, comme quelqu'un qui la porte dans son cœur. Ce qui me touche le plus dans cette histoire, c'est le silence de Mark. Cet homme n'a jamais crié sur les toits qu'il était une victime. Il n'a jamais insulté Élodie devant ses enfants. Il ne l'a jamais salie. Il ne l'a jamais utilisée comme excuse pour abandonner à son tour. Il a juste travaillé en silence, avec dignité. Il a transformé sa douleur en force et sa solitude en motivation. Et c'est ça le vrai courage. Ce n'est pas de crier fort dans la rue ou de montrer ses muscles ou de raconter ses malheurs à tout le monde. Le vrai courage, c'est de se lever chaque matin quand tout te pousse à rester couché. C'est de préparer un biberon avec des mains qui saignent. C'est de sourire à tes enfants quand tu as envie de pleurer. C'est de continuer quand tu n'as plus de force, mais que tu trouves quand même de la force, parce que 2 petits garçons comptent sur toi. Mark avait 2 raisons de continuer. Moussa et Youssouf. Et pour eux, il aurait soulevé le monde entier avec ses mains nues. Et puis il y a cette question qui reste dans l'air, cette question que tout le monde se pose. Est-ce que Moussa et Youssouf ont eu raison de ne pas pardonner à leur mère? Certains diront que oui, absolument, qu'elle a fait son choix ce soir-là et qu'elle doit en assumer les conséquences jusqu'au bout. D'autres diront que le pardon libère celui qui pardonne, que garder cette rancune dans le cœur ne fait que peser et empoisonner. Moi, ce que je pense, c'est que ces 2 jeunes hommes ont eu le courage de dire leur vérité. Ils n'ont pas été méchants avec Élodie. Ils ne l'ont pas insultée. Ils ne l'ont pas humiliée. Ils ne lui ont pas craché au visage. Ils lui ont simplement dit ce qu'ils avaient sur le cœur, avec respect, mais avec une fermeté inébranlable. Et parfois la vérité, même quand elle fait mal, même quand elle fait pleurer, c'est la chose la plus honnête et la plus saine qu'on puisse offrir à quelqu'un. Élodie n'avait pas besoin de mensonges. Elle avait besoin d'entendre ce que ses fils ressentaient. Et ils le lui ont dit. Ce que je retiens aussi de cette histoire, et ça c'est important, c'est le rôle de Mama Hara. Cette femme extraordinaire, cette femme que la vie n'avait pas gâtée, qui n'avait pas eu la joie d'avoir ses propres enfants, mais qui a été la mère la plus aimante, la plus dévouée, la plus généreuse que Moussa et Youssouf auraient pu espérer. Mama Hara nous rappelle quelque chose de fondamental. La famille, ce n'est pas toujours le sang. La famille, ce n'est pas toujours ceux qui partagent ton nom de famille ou la forme de ton nez. La famille, c'est ceux qui restent quand tout le monde part. C'est ceux qui te nourrissent quand tu as faim, qui te soignent quand tu es malade, qui te serrent dans leurs bras quand tu as peur du noir. C'est ceux qui choisissent de t'aimer sans obligation, sans contrat, juste parce que leur cœur les pousse vers toi.
Mama a fait tout ça. Et pour ça, elle mérite une place spéciale dans le cœur de chacun d'entre nous. Et enfin, cette histoire nous rappelle une vérité fondamentale que trop de gens oublient. Dans la vie, les débuts ne déterminent pas les fins. Ton point de départ n'est pas ta destination. Marc a commencé dans la poussière d'Ashgal, avec un cœur brisé en 1000 morceaux et 2 bébés qui pleuraient dans ses bras. Il a fini dans un palais à Ikoy, entouré de ses fils prospères, aimés, respectés et en paix. Le chemin entre ces 2 points, entre la poussière et le palais, c'est le sacrifice, c'est le travail, c'est la sueur, c'est les larmes, mais c'est surtout l'amour. L'amour inconditionnel d'un père pour ses enfants. Cet amour-là, c'est la force la plus puissante qui existe sur cette terre. Plus puissante que l'argent, plus puissante que la gloire, plus puissante que tout le reste. Alors maintenant, c'est à vous. Je veux vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que Moussa et Youssouf ont bien fait de refuser de pardonner à Élodie? Ou est-ce qu'ils auraient dû lui donner une seconde chance? Est-ce qu'Élodie méritait ce pardon qu'elle est venue chercher? Ou est-ce que la porte devait rester fermée? Et qu'est-ce que vous pensez du sacrifice de Marc? Est-ce que vous connaissez des pères comme lui? Des pères silencieux qui portent le monde sans jamais se plaindre? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je lis chacun de vos messages, chaque commentaire, et j'aimerais vraiment connaître votre point de vue sur cette histoire. Et si vous avez une histoire incroyable qui mérite d'être racontée, une histoire de courage, de sacrifice, de réussite, de trahison ou de rédemption, dites-le moi dans les commentaires. Partagez-la avec moi. Racontez-moi en quelques lignes ce qui s'est passé, et peut-être que ce sera votre histoire qui sera racontée dans la prochaine vidéo de cette chaîne. Chaque histoire compte, chaque parcours a de la valeur, et je suis là pour leur donner une voix, pour que le monde entier puisse les entendre. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça veut dire beaucoup pour moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire tout aussi captivante. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager autour de vous. Envoyez-la à un ami, à un frère, à une sœur, à quelqu'un qui a besoin de la voir, parce que quelqu'un dans votre entourage a peut-être besoin d'entendre cette histoire aujourd'hui. À très vite.